Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, direction le Brésil, au cœur de l'Amérique latine, pour rencontrer un Français de l'étranger engagé de longue date, à la fois entrepreneur, élu consulaire et figure associative majeure de la communauté française. Depuis plus de 20 ans, il est au Brésil, après avoir passé plusieurs années en Argentine, et il a fait de l'expatriation non seulement un choix de vie, mais aussi un engagement au service des autres. Président du Conseil consulaire, conseiller des Français de l'étranger, président de l'Union des Français du Brésil, décoré chevalier de l'Ordre national du mérite, il a également été candidat à plusieurs élections législatives pour représenter les Français d'Amérique latine. Et aujourd'hui, nous recevons Bertrand Dupont. Bonjour Bertrand, et merci d'être avec nous. Bonjour Thierry, enchanté, merci de me recevoir. Bon, écoutez, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir vous avoir. En plus, là, bien, vous êtes à Sao Paulo, au Brésil, on le rappelle. Alors, je lisais un petit peu votre bio. C'est quand même un parcours intéressant que vous avez et riche. Alors, vous êtes né à Rennes, hein, si je ne m'abuse, et vous vivez au Brésil depuis plus de 20 ans. Euh, à quel moment votre vie a-t-elle basculé vers l'international? Bon, bah, vous savez que les Bretons ont tendance à prendre le bateau et à regarder un petit peu plus loin que la Bretagne, puisque la communauté bretonne est importante dans l'ensemble des Français de l'étranger. Moi, déjà très jeune, grâce à mes parents, j'allais faire des séjours linguistiques en Angleterre d'ailleurs, et puis ensuite, j'ai fait nombre de stages à l'étranger. Après, j'ai vécu un an en Espagne. Et puis il se trouve que des hasards de la vie font que j'ai rencontré une Argentine et que je suis parti vivre en Argentine pendant 8 ans. Et depuis, j'ai découvert le monde des Français de l'étranger qui est devenu une passion et qui m'anime tous les jours. Alors, ça veut dire, Bertrand, que au tout début, bah, vous avez appris l'anglais, évidemment, en vous déplaçant à Londres, je suppose, puis ensuite l'espagnol. Là, vous avez rencontré effectivement bah, votre future épouse en Argentine, là où vous avez d'ailleurs vécu. Donc là, on était dans la culture espagnole. Et puis le Brésil, bah, c'est complètement différent quand même comme culture. Ah oui, ça n'a absolument rien à voir. Il y a eu La une grosse langue. crise en 2001. Ouais, il y a eu une grosse crise en 2001 en Argentine. Et donc, il a fallu trouver des solutions et des solutions économiques en particulier. Et donc, j'ai eu une opportunité sur le Brésil. Il se trouve que après, un autre hasard de la vie fait que je me suis séparé et donc je me suis installé à São Paulo et j'ai appris sur le terrain le portugais. Et donc, ça fait Ouais. 21 ans maintenant que je suis au Brésil avec une compagne brésilienne. D'accord. Donc, nouvelle vie, le Brésil. Alors, justement, en quoi est-ce que l'expatriation était-elle est-ce que c'était un projet de vie réfléchi ou alors ce sont des opportunités qui ont fait qu'en fait, bah, ça a créé en fait aujourd'hui votre chemin de vie. Bah, c'était une opportunité. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est globalement très ouvert. Donc, quand il y a des opportunités, des histoires de vie, j'aime bien les challenges, j'aime bien les relever. Quand je le fais, je m'investis à fond. Et donc, euh, ça m'a amené en Amérique latine, en Amérique du Sud d'ailleurs. Et depuis 29 ans, je suis ici. D'accord, donc 29 ans de vie au Brésil, à Sao Paulo. Alors, vos enfants sont franco-argentins. Comment leur transmettons aujourd'hui une identité française? Surtout quand on Bah, d'une vit à l'étranger, hein. Voilà. Bah, d'une part, ils ont un papa qui est quand même investi d'abord dans l'associatif, puis sur les problématiques des Français et des étrangers. Donc, ils en ont toujours envie de parler régulièrement. Et ensuite, on a quand même l'immense chance, nous Français, d'avoir les lycées français à l'étranger. Donc, ils ont fait d'abord le lycée à Buenos Aires, puis ils ont déménagé, ils ont terminé au lycée de Palma de Mallorca. Donc, ce sont deux enfants qui sont le fruit de la qualité, de l'excellence des lycées français à l'étranger. Euh, donc ça, c'est une des grandes parties qui font qu'ils ont eu un lien très fort avec la France et ensuite ils ont été étudiés en France. Évidemment, il y a la D'accord. famille française.
Et ça aide, et ça aide. Mais vous, vous êtes quand même très éloigné. Alors, vous avez une vie professionnelle active. Une de mes questions, parce que évidemment j'en ai parlé tout à l'heure en introduction, en expliquant un petit peu ce que vous faites, ce que vous avez déjà fait. Pourquoi avoir choisi justement de vous engager pour représenter les Français de l'étranger? Parce que c'est beaucoup de temps à consacrer. Oui, effectivement, c'est beaucoup de temps à consacrer. Bon, en plus, quand on est conseiller des Français à l'étranger, je rappelle que tous les conseillers sont bénévoles, donc c'est un engagement qui n'a aucune conséquence financière. Donc c'est une volonté de pouvoir rendre à la France, comme je l'ai dit en 2001, il y a eu une grosse crise en Argentine. Moi-même, j'ai bénéficié à ce moment-là euh, du système français et c'est pouvoir rendre à la France ce qu'elle m'a donné, d'une part à moi-même et ensuite à mes enfants. Et puis ensuite, c'est Alors, une passion pour les... Oui. oui, justement, quand vous dites ce que la France m'a donné, qu'est-ce qu'elle vous a donné concrètement? Bah, mon éducation française, ma façon de penser, Mais ça veut dire, mais est-ce que la France vous a aidé, parce que vous parliez évidemment, le lien était avec la crise économique que vous avez eue en Argentine. Est-ce que l'État français est intervenu pour aider les ah Français qui oui, résidaient? bah oui, parce qu'on s'est retrouvé avec les comptes bloqués, une vie complètement chamboulée. Donc D'accord? Ouais. à ce moment-là, nombre de Français ont reçu l'appui l'appui du Du gouvernement, que consulat. ce soit Ouais. par des bourses scolaires, par des aides sociales et autres. Et, D'accord. et, et c'est et c'est un système euh, qui est assez unique au monde et qui doit perturber, qui doit continuer et qui doit être renforcé et non pas réduit comme c'est un petit peu la tendance en ce moment. Donc, quand on a conscience de ça, ensuite il y a eu la crise Covid et autres, quand on a conscience de la chance qu'on a euh, et, et de la vulnérabilité d'un certain nombre de nos compatriotes, parce Mhm. qu'on prend souvent l'image de l'expat qui a tout payé, mais c'est pas la réalité de la Bien sûr. majorité des Français d'étrangers. On a envie de se battre de façon à défendre ce que nous avons et d'obtenir de nouveaux avantages et de se mettre au service des Français les plus vulnérables. Donc, ça a été votre première motivation, on va dire, de vous engager justement dans cette fonction Oui, tout et à de fait. cette représentation. D'accord. Alors aujourd'hui, alors non seulement vous êtes élu conseiller des Français de l'étranger, mais vous êtes en plus président du Conseil consulaire. Donc ça veut dire que bah, c'est vous qui avez quasiment toutes les responsabilités. Alors quels sont les grands sujets que vous traitez justement au quotidien? Alors, des grands sujets qu'on traite au quotidien, bah, c'est toute la partie aide sociale, hein, donc Mhm. que ce soit pour les personnes dans le besoin, les personnes handicapées, pour toute la partie aide boursière. On a également de gros sujets puisqu'ici au Brésil, on a un accord sur les retraites qui fonctionne très moyennement. Donc depuis que je suis élu, je crois C'est-à-dire, c'est-à-dire que ah, les retraites qui vous sont versées par l'État brésilien sont très faibles, c'est ça? non, 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 c'est que en fait, il y a un cumul de trimestres entre la France et le Brésil. Il y a une D'accord. convention fiscale qui présente un certain nombre de problèmes. Et quand j'ai été élu, il y avait énormément de Français qui ne touchaient pas leur retraite depuis 10 ans, 15 ans, 5 ans, ou qui mettaient 3 à 5 ans pour avoir leurs droits reconnus. Donc ça a été et c'est toujours un énorme sujet de bataille. Mais L'autre, ça s'est amélioré quand même, rassurez-moi. Ça s'est amélioré. bah, je crois que depuis que je suis élu, j'ai dû traiter à peu près 150 dossiers de retraite, avec l'aide d'ailleurs du consulat et avec l'aide des équipes de nos sénateurs. Alors, Euh, ces problèmes-là, justement, Bertrand, euh, ça concerne qui? Est-ce que, par exemple, ça concerne, on va prendre plusieurs exemples pour que les gens puissent comprendre, parce qu'effectivement, là, on découvre en fait une problématique principalement liée justement au Brésil, parce que c'est pas le cas évidemment dans de nombreux autres pays. Alors,
imaginons, je suis retraité français, je viens vivre au Brésil parce que le Brésil est un pays qui me plaît. Je n'ai pas eu de revenus au Brésil, donc mon activité première a été principalement faite en France ou en Europe. Dans ce cas-là, je vais percevoir ma retraite normalement? Alors, si vous êtes déjà retraité français, que vous venez vivre au Brésil, le problème ne se pose pas puisque vous touchez déjà votre retraite en France. Le D'accord, problème qui se pose ici, c'est pour les gens qui ont besoin de faire valoir leur droit à la retraite. d'accord, Donc, pour ceux qui cotisent au Brésil et qui ont cotisé en France, il y a un système de communication entre la CNAV euh, brésilienne, qui s'appelle l'INSS, et la CNAV en France, qui est censée faire en sorte que les trimestres se cumulent, et ça marche pas terriblement bien. Maintenant, ça s'est bien amélioré parce on a obtenu la création d'un poste de conseiller social, parce qu'on a fait énormément de traitements de dossiers depuis maintenant 5 ans. Mais effectivement, un des problèmes de l'accord, en comparaison avec d'autres accords, comme par exemple celui en Argentine, c'est que celui d'Argentine, pour des gens qui ont fait toute leur carrière en France, ils demandent directement à la France, alors qu'ici, s'ils arrivent au Brésil avant d'avoir fait leur demande, ils doivent passer par l'Institut brésilien et vice-versa pour les Brésiliens qui viennent en France. Donc, il y a plusieurs sujets sur cet accord qui demandent d'être vus. Donc maintenant, depuis le mois de juin, euh, je dois remercier la directrice de la DFAE pour m'avoir écouté, pour avoir agi. Il y a des groupes de travail qui se sont mis en place, des parties qui permettent progressivement d'améliorer les choses, que donc ça va dans je le bon suis sens. En tout l'évolution. cas, Ouais. donc aujourd'hui, on note quand même une progression, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dossiers sont traités plus facilement. Alors, Oui, on l'a compris. et puis je dirais, il existe quand même très peu de conventions sur les domaines de retraite dans le monde. Donc c'est un sujet sur lequel il faut pouvoir agir, c'est-à-dire la faciliter tout ce qui est convention bilatérale, que ce soit de sécurité sociale, que ce soit d'apostille, que ce soit judiciaire ou autre. Oui, Il y a un gros travail à faire là-dessus. ça prend toujours du temps. Alors, on l'a compris, effectivement, un problème, effectivement, pour percevoir ses retraites. Quels sont aussi les grands autres, les principaux problèmes aussi auxquels vous êtes confrontés dans le cadre de votre mandat, justement? Alors, les autres sujets, il y a évidemment le gros sujet de la santé. Hein, on est en pleine D'accord? discussion en ce moment sur le futur de la CFE. Donc, par exemple, en Amérique latine, il n'y avait pas d'accord sur le tiers payant. Il y en a eu dans le passé très lointain, et donc ça, c'était justement une promesse de campagne de faire en sorte qu'il en existe un. Donc, il est certes imparfait, mais il existe au Brésil maintenant depuis le milieu de l'année dernière. Mais on a un problème global de protection, en particulier de nos plus fragiles D'accord. à l'étranger. Ensuite, bon, il y a les problèmes de tout ce qui est accident de vie, c'est-à-dire recherche d'emploi, divorce, et ensuite tous les problèmes d'accès à des comptes bancaires en France, Donc ça, c'est d'accès aux toujours services compliqué. consulaires. Ouais, Mais dans quelques pays que l'on soit, ouvrir des comptes bancaires en France, on peut pas dire que les banques françaises facilitent la tâche aux Français de l'étranger. voilà. Donc, Disons-le clairement. Disons-le oui, oui, clairement. oui. Oui, oui, oui. Donc, je dirais c'est notre travail, c'est d'être à l'écoute, c'est d'être disponible, de pouvoir conseiller, de pouvoir rassurer, et puis dans mon cas, de pouvoir essayer d'agir à mon humble niveau, de façon à faire bouger les choses. Et je sais qu'on en parlera un peu plus tard, mais en grande partie avec l'appui de nos sénateurs des Français de l'étranger. D'accord. Effectivement, on va en parler dans quelques instants. Euh, Ce qui est déjà d'ailleurs une bonne chose, c'est que la France a justement des sénateurs de l'étranger spécialement dédiés pour les Français de l'étranger, comme des députés, d'ailleurs depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc ça permet justement d'améliorer en tout cas, ou en tout cas de faire parler, de permettre justement de mieux comprendre ces Français de l'étranger. Alors, vous m'avez dit il y a quelques instants aussi tout à l'heure que cette communauté française qui vit au Brésil, bon, on le rappelle, le Brésil, c'est un
très grand pays. Vous êtes principalement basé sur Sao Paulo. Alors évidemment, on connaît tous les villes comme Sao Paulo, comme Rio, c'est des grands noms, mais je pense que la communauté française, elle vit partout, principalement basée sur ses principales villes, mais il y a aussi de nombreuses autres villes aujourd'hui qui se développent. Et vous m'avez dit que cette communauté française, elle a quasiment doublé en très peu de temps. Ça Alors, s'explique par quoi? alors effectivement, le Brésil est un pays continental. Il est tellement continental que, en fait, on est divisé en 3 circonscriptions consulaires, hein. Moi, je m'occupe de São Paulo et des 5 États du sud du D'accord. Brésil. Et sur notre circonscription, on est effectivement, on était tombé très bas suite à une crise économique, puis le Covid. Ouais. La La monnaie avait population, chuté. La monnaie avait fortement chuté. oui, mais je dirais indépendamment de ça, il y avait, bon, il y avait un vrai problème économique. Qui maintenant c'est heureusement relativement résolu, puisque le Brésil se porte plutôt bien. Et on en reparlera après quand on parlera de la présence des entreprises françaises ici. Mais on avait eu une très très forte chute du nombre de Français, et là on se retrouve avec quasiment x2. On a battu le record de 2015, puisque sur ma circonscription, on est maintenant 11 000 inscrits au consulat. On multiplie toujours par 2,5, je dirais. Et donc c'est une vraie satisfaction de revoir autant de Français qui reviennent chez nous. Alors, justement, vous dites des Français qui reviennent chez nous sont les mêmes ou est-ce que ce Non, sont totalement d'autres personnes? Alors, ils viennent, c'est quoi? Ce sont des entreprises, c'est les entreprises françaises qui amènent des expats, des cadres qui viennent pour rester 2 ans, 3 ans, 5 ans dans le cadre de leur mission, ou c'est des gens qui ont décidé véritablement de faire leur vie au Brésil? alors on a un petit peu de tout, mais Ouais, je dirais que c'est plus la même communauté française dans le sens où la partie expat au sens propre du terme, c'est-à-dire envoyée par les entreprises depuis la France ici, a quand même fortement diminué. Maintenant, on a plutôt ce que moi j'appelle des Français de l'étranger, c'est-à-dire des gens qui décident volontairement de s'expatrier et de venir vivre dans un autre pays. C'est valable au Brésil, c'est valable dans d'autres pays, mais ici, c'est quand même devenu ils font un quoi? nombre C'est quoi à leur principale activité? de tout. Restauration, hôtellerie, Un peu de tout dans la restauration, dans ouais, l'hôtellerie, dans le tourisme, des gens qui créent des entreprises, des gens qui travaillent en digital nomade, ce qui explique d'ailleurs que nous, on a une forte augmentation de Français sur la ville de ouais. Florianopolis, où la partie digitale est, est un point fort. On a pas mal de retraités qui viennent aussi. Alors là, se pose le problème dont on reparlera plus en avant sur la nécessité d'avoir une couverture santé avant de venir. Mais Que- c'est très varié. Et puis on a énormément de jeunes qui viennent dans le cadre d'échanges universitaires. D'accord. Alors, quand vous dites avoir une couverture santé, je rebondis un petit peu par rapport à ce que vous venez de dire, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir une assurance privée ou passer par la CFE ou passer par un autre système. Alors il faut avoir une couverture santé. Alors on a la chance au Brésil d'avoir un système de santé publique qui s'appelle le SUS, Ouais, qui selon les villes et les endroits dans les villes fonctionne plus ou moins bien, mais ouais, voire parfois très bien. Mais par exemple, si on prend les retraités, ils ont plutôt tendance à aller dans le nord du Brésil, parce que le climat est particulier, parce que les paysages sont magnifiques. Alors São Paulo, ok. c'est une très belle ville, c'est une ville absolument captivante, mais c'est une ville qui est Mégapole. plutôt tournée business, quoi. Bah, c'est une Euh, mégapole. voilà. Et donc dans le nord, les infrastructures de santé ne sont pas les mêmes que celles qui existent à São Paulo. Donc venir dans ces zones sans avoir une couverture de santé privée est quand même compliqué. Alors en général CFE ou autre, mais les coûts sont importants puisque on est en zone 3, c'est-à-dire que la zone 4 qui est la plus chère, c'est justement le Mexique et les États-Unis, mais on arrive juste après. Et donc venir ici sans prendre en compte l'aspect protection sociale, on se retrouve avec des problématiques de Français qui se retrouvent hospitalisés dans des conditions qui sont pas toujours, qui sont loin
parfaite. d'être idéale. Alors, Et ouais. donc moi, quand je suis contacté, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui se renseignent en amont, je leur dis attention à ça. Ouais, pensez à vous assurer. Il y a Mm, certaines compagnies d'assurance qui sont spécialisées justement mm, pour les expats, mais ça a un coût. Mais ça a un coût, mm. mais bon, le coût hospitalier peut finir par coûter très cher. Alors vous avez évoqué effectivement le Mexique, pays que je connais bien. Euh, on arrive à avoir des prix quand même, parce que quand on est résident, on n'a pas les mêmes prix hospitaliers qu'a le touriste lorsqu'il se présente dans un hôpital privé. On arrive à avoir des variations de prix qui sont quand même pour le moins surprenantes. Donc, je ne sais pas si c'est le cas aussi au Brésil, mais en tout cas, on arrive à avoir ça, ce qui permet un peu d'être un peu moins cher. Mais quoi qu'il en soit, je suis complètement d'accord avec vous. Alors, Bertrand Dupont, vous avez été candidat aussi, après avoir parlé effectivement des Français de l'étranger et d'être conseiller des Français de l'étranger et président consulaire, donc on le rappelle sur la grande région qui est Sao Paulo, ce qui représente déjà pas mal en termes de kilomètres. Je m'en suis intimement convaincu. Euh, 2 fois la est-ce, France. 2 fois la France. Est-ce que ça comprend Rio ou pas du tout? Non. Non, non, non. En fait, ça comprend l'État de São Paulo, l'État du Paraná, l'État de Santa Catarina, Rio Grande do Sul et Mato Grosso do Sul. D'accord, donc c'est suffisamment, mais C'est le sud. ça va pas jusqu'à Rio. Ça va pas jusqu'à Rio. Alors, vous vous êtes présenté aussi aux élections législatives. Vous avez été candidat d'ailleurs 3 fois aux précédentes élections législatives. Alors, qu'est-ce qui vous motive aussi justement et qu'est-ce qui vous amène justement à persévérer dans cette parce que c'est long une campagne, ça coûte cher. C'est long, ça coûte cher, c'est fatigant, mais c'est captivant. D'accord. C'est la deuxième circonscription des Français à l'étranger, c'est 42 pays, avec Oui. des réalités complètement différentes. Des pays qui se portent bien, d'autres qui se portent mal. Moi, dans ma première campagne, j'étais au Venezuela et en Haïti. Je considère que quand on se présente à une élection, il faut aller là où les gens ont le plus besoin. Bon, j'ai été plusieurs fois également au Mexique, en Argentine, au Chili, Colombie et autres. Enfin, j'ai fait énormément de pays. Qu'est-ce qui me motive? C'est la défense de mes convictions que les Français de l'étranger ont besoin de gens qui ont une colonne vertébrale et qui vont se battre pour eux. Et je pense en avoir une grande, parce qu'en plus je mesure quasiment 2 mètres. Et comment euh, et puis moi j'aime écouter, j'aime comprendre et j'aime résoudre. Donc, tout au long, je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit, mais tu te rends compte, tu vas faire 3 mois de campagne non-stop, tous les jours, tu vas rencontrer des gens qui vont te parler de leurs problèmes. Et je lui ai répondu, si on n'aime pas écouter les gens qui ont des problèmes et essayer de les résoudre, faut faire autre chose. Et c'est ça qui me motive et qui me motive chaque jour davantage, parce que les Français de l'étranger, au fur et à mesure euh, de de l'historique de ces 5 dernières années, c'est devenu de plus en plus global et c'est devenu un petit peu une deuxième famille. Donc, quand on, quand on est dans une famille, on se bat pour sa famille et c'est un peu ce qui me motive. Et puis d'un autre côté, ça vous renforce aussi dans votre rôle de Français de l'étranger, justement, de conseiller des Français de l'étranger, parce que ça vous fait rencontrer effectivement les personnes que vous n'avez pas forcément l'habitude de rencontrer, ça vous forge aussi. Alors, vous avez, donc on a compris effectivement l'apprentissage, alors vous avez été aussi colistier du sénateur Ronan Le Gleut lors des dernières élections sénatoriales. Alors, quel regard vous portez sur le rôle du Sénat pour les expatriés? Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est aussi comme les députés. On le rappelle, les sénateurs ont des représentants des Français de l'étranger et les députés aussi. Alors, je dirais heureusement qu'ils existent au pluriel, Ouais, en prenant Sénat et l'Assemblée nationale. Il se trouve que nous, comme conseillers des Français de l'étranger, on est grand électeur pour les élections sénatoriales. Donc, on a un lien très privilégié avec le Sénat et en particulier avec nos sénateurs. Dans mon cas, il se trouve que nous en avons 2, Christophe Frassa et Ronan Le Gleut.
et que nous avons la majorité au Sénat. Euh, donc, ce qui nous permet de faire avancer différents dossiers, que ce soit des dossiers particuliers, comme je prenais l'exemple des retraites, mais il y en a d'autres, ou des dossiers un peu plus forts. Et on se rend compte que en tout cas depuis mon élection et avant aussi, le Sénat est quand même la force politique qui est devenue la maison des Français de l'étranger. Je prends un exemple, c'est la création par Ronan Le Gleut avec l'appui du président du Sénat et l'appui du groupe LR à l'époque, de la création du groupe d'études sur les Français de l'étranger, qui est très intéressant, puisqu'on a 12 sénateurs des Français de l'étranger, mais il y a 52 membres. Donc, ce qui veut dire que les sénateurs des Français de l'étranger sensibilisent d'autres sénateurs qui n'ont rien à voir avec les Français de l'étranger sur nos problématiques. Et quand on voit les lois qui ont été faites ou l'aide Covid qui a été pour lequel tous les sénateurs de tous bords confondus se sont battus à l'époque, ou même encore cette semaine, il y a eu un amendement conjoint de Ronan Le Gleut et de Christophe Frassa pour la création d'un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger d'1 million d'euros. C'est vraiment au Sénat que l'on est défendu. C'est repris à l'Assemblée nationale, mais c'est vraiment la maison des Français de l'étranger. Voilà. Et en plus, la grande différence, on va dire, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est que les sénateurs des Français de l'étranger représentent l'ensemble du monde. Vous avez évoqué Ronan Le Gleut, par exemple, donc on le rappelle, qui est un élu LR, hein, donc les Républicains, comme Christophe Rassa. Donc tous les deux sont républicains, comme vous êtes d'ailleurs vous-même. On va y revenir. Et donc en fait, ce que vous êtes en train, ce qui marque véritablement la différence, c'est que les sénateurs représentent les Français de l'ensemble du monde, alors que les députés sont par circonscription, et qu'on a 11 circonscriptions qui représentent les Français de l'étranger, dont vous, qui êtes dans la 2e circonscription. Voilà. Exactement. Alors, voilà, je le faisais pour précision, parce que c'est vrai que les gens qui regardent effectivement cette émission n'ont pas forcément toute l'information. Alors autant essayer effectivement, pour nous ça nous semble logique, mais autant essayer effectivement de leur apporter un petit peu et puis je pense que c'est important parce que c'est unique au monde, un système où un pays a 11 députés français de l'étranger, 12 sénateurs des Français de l'étranger, quasiment 500 conseillers des Français de l'étranger. Je dirais c'est unique, c'est une chance, et c'est la 3e assemblée d'ailleurs, ce qu'on appelle la 3e assemblée. Voilà. Donc ça vous amène de temps en temps à aller à Paris, effectivement, dans le cadre effectivement des réunions qui sont organisées par l'association finalement des Français de l'étranger. Alors l'Assemblée des Français de l'étranger, exactement, au mois de mars et au mois d'octobre. J'y suis tout le temps. Voilà. Alors on l'a bien compris que vous êtes très très investi. Alors je rappelle aussi qu'en 2024 vous êtes aussi engagé. Vous avez été délégué des Français de l'étranger dans le cadre de la campagne européenne de François-Xavier Bellamy. Et une question, c'est pourquoi est-ce que l'Europe est si importante pour les expatriés, et particulièrement évidemment la France? Je pense que l'Europe aujourd'hui joue un rôle majeur, y compris par rapport à ce qui se passe en France. Donc par ricochet, l'Europe est importante pour les Français d'étrangers. Donc, on ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe lors d'une campagne des élections européennes. Il suffit de voir depuis la dernière campagne des élections européennes où la majorité a changé au Parlement, il y a quand même eu énormément de changements qui ont été apportés par rapport à ce qui se faisait avant, et qui continuent à l'être. Et donc tout ça a une influence pour nous. Par exemple, les changements sur les règles migratoires qui viennent d'être votés cette semaine ou la semaine dernière, évidemment, ça a des conséquences sur la perception de la France et de l'Europe par les habitants des pays où et quelle est l'image justement? Quelle est l'image justement, parce que
vous l'évoquez. Alors justement, de la France au Brésil, ou en tout cas, quelle est la perception des Brésiliens des Français? Alors nous, je dirais, on est dans un îlot assez particulier. Et je dirais que dans cet îlot, je mettrais toute l'Amérique latine. Parce que l'Amérique Ouais. latine est francophile et jusqu'aux années 80 était francophone, parce que le français est obligatoire. Et dans la plupart des pays. Donc c'est un continent, et pour ce qui est du Brésil ou aussi même l'Argentine ou l'autre, c'est un continent qui aime la France et qui aime les Français. Et aujourd'hui, dans la map monde mondiale, c'est quand même assez rare. C'est pour ça Euh, que les gens viennent. C'est pour ça que les gens viennent au Brésil. Ils se disent, ah, au moins on est bien accueillis parce que c'est pas forcément le cas partout. non, c'est pas forcément pour ça. C'est parce que le Brésil a une image de pays où les gens sont sympathiques, un pays d'opportunité. On y reviendra après, mais qui est aussi un pays compliqué. Je pense il y a un amour réciproque entre les Français et les Brésiliens. On célèbre cette année les 200 ans de la relation bilatérale entre la France et le Brésil. Donc, il y a une année croisée, une saison croisée culturelle et économique, France-Brésil, Brésil-France, qui se termine au mois de décembre. Donc, c'est quand même un pays Ouais, parce qu'on qui le rappelle qu'il n'y a maintenant pas très est. longtemps, le président Macron était d'ailleurs au Brésil Mhm. il y a moins de 2 mois. Il a passé quelques jours dans le cadre évidemment d'une Voilà, réunion. voilà. Voilà. Non, depuis l'année dernière, heureusement, il a redécouvert l'Amérique latine parce que pendant les 5 premières années, c'était pas le cas. Ce qui est très dommageable justement par rapport à la relation France-Brésil et France-Amérique latine. Donc, on est vraiment un Mais vous continent. avez les sénateurs. Mais vous avez les sénateurs qui s'en occupent et qui font le travail. Tout à l'heure, vous avez évoqué justement le nom de Gérard Larcher. Alors, tout dernièrement, d'ailleurs, Gérard Larcher vous a remis, vous a décoré, je pense que c'était au Sénat, de l'ordre de chevalier de l'ordre national du mérite. Euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Ouf, Ouf. ça a été un Ouais. moment extrêmement fort dans ma vie, extrêmement Ouais. émouvant. Euh, Vous avez eu une la larme à l'œil? reconnaissance. Ah bah j'ai eu plus que la larme à l'œil, oui. Je crois que D'accord. j'ai réussi à, à faire pleurer à peu près tout le monde dans l'assemblée. Mais c'est un moment très émouvant parce que bon, quelqu'un a jugé que je la méritais, comme son nom l'indique, et la recevoir à la présidence du Sénat par le président du Sénat qui est quelqu'un que j'admire profondément, en présence de ma famille, de mes amis. Euh, de mes amis sénateurs, de ministres et autres, et également de nombre de mes collègues conseillers des Français et de l'étranger, puisqu'il y avait des conseillers de 40 pays qui étaient là. Euh, C'était un moment Unique. une très grande fierté, un moment de très grande émotion. Et je pense que là aussi, il y a un aspect famille personnelle et famille adoptée, je dirais, avec des conseillers, parce que je pense que quand un conseiller reçoit une décoration comme celle-ci, c'est un petit peu tous les bénévoles conseillers des Français et des étrangers Qui la qui en ont reçoivent. droit à un petit bout. Un petit bout. Alors, je pense que ça vous donne encore plus de responsabilité dans votre engagement. Ben, ça me conforte que ce que je fais a, a des conséquences, et pas seulement que pour moi, heureusement, parce que sinon ça serait très égoïste. Oui, ça me conforte et ça me donne envie de me battre encore plus. D'ailleurs, Gérard Larcher, pendant son discours, a dit que c'était la reconnaissance d'une trajectoire, mais qu'il fallait surtout pas que je m'arrête là. Et je l'ai rassuré en me disant que j'en avais pas du tout l'intention. Justement, si vous n'avez Donc, pas l'intention, ça veut dire que vous comptez vous représenter lors des prochaines évidemment. élections consulaires, d'accord? Donc, qui seront normalement au mois de mai. La date n'est pas complètement arrêtée, sauf si vous avez une autre information. Mais en tout cas, on pense que normalement les élections vont se tenir au mois de mai. Donc là, vous allez être de nouveau candidat sur votre circonscription, en tout cas sur votre grande région du bassin de Sao Paulo. Alors, Voilà, avec
Donc vous avec êtes une liste candidat. qui s'appelle La France au cœur, et je pense que ça nous représente bien, avec une partie de mon équipe de 2021 qui va continuer et une partie nouvelle. Et donc, l'idée, c'est effectivement de continuer et de renforcer notre action. Alors vous avez parlé tout à l'heure qu'au Brésil, il y avait 3 grandes régions. Vous travaillez aussi en facilement avec vos confrères et collègues. Ouais, Ouais, ça se passe bien. on, D'accord, on est 9 élus de tous bords confondus. d'accord. Ça se passe très bien. Parce qu'en fait, les problématiques des Français étrangers, c'est vrai que globalement, quand un Français vient vous demander de l'aide, vous lui demandez pas pour qui il a voté. Vous demandez comment est-ce que vous Ouais, pouvez résoudre l'aider, son problème. bien Et sûr. c'est le cas, je dirais, on est 50 conseillers en Amérique latine, quasiment 500 dans le monde. Je dirais que l'immense majorité a la même préoccupation. Donc globalement, c'est quand même un privilège de faire partie de ces conseillers qui s'aident au-delà des frontières, parce qu'on se parle souvent avec des gens qui sont en Afrique, en Asie, en Europe, au Je vais Moyen-Orient. avoir justement, ouais, c'est bien. Et justement, moi, je vais avoir cette chance de pouvoir dialoguer avec, en tout cas, un certain nombre d'entre eux, dans le cadre évidemment des élections consulaires et de pouvoir les recevoir et de surtout de pouvoir aussi, eh bien, expliquer qui ils sont, parce que moi, j'ai toujours pensé qu'effectivement, de voter pour quelqu'un, c'est bien, mais lorsqu'on connaît la personne et lorsqu'on connaît mieux la personne, eh bien, c'est encore plus facile de faire l'acte ultime, à savoir aller voter pour une personne. En tout cas, on pense avoir dans ce cas-là, faire le bon choix avec connaissance. Donc c'est un petit peu, voilà, moi-même ayant été élu pendant de très nombreuses années en France, c'est quelque chose que je connais un petit peu. Et Alors, si je peux me permettre, le maître mot dans cette élection, c'est aller voter. allez Parce que voter. notre poids politique dépend aussi du nombre d'électeurs qui Oui, vont parce que plus il y a voter. des Et pour les lecteurs, élections il faut consulaires, qu'ils on en a trop s'inscrivent. peu. Donc, Alors justement, mais déjà, ouais, mais donc, il faut dire aux gens qu'ils s'inscrivent sur les listes à l'ambassade. D'abord, c'est très important pour des raisons de sécurité, pour toutes les raisons de la Terre. Le jour où ils ont un problème, au moins on peut identifier tout de suite les personnes. Mais surtout, plus il y a d'inscrits sur les listes électorales dans les différents pays, plus on peut avoir de conseillers consulaires, donc forcément une représentation plus large, qu'il n'y ait pas qu'une seule personne qui se tape tout le boulot. En gros, c'est un peu ça. ouais, et puis il y a un autre aspect, c'est que plus il y a de membres sur une liste consulaire, plus le consulat a de moyens financiers. Et En ça plus. affecte directement le jour de chacun de nos compatriotes. Voilà. Bon, moi, c'est dit, c'est clair. Voilà. Et je le répéterai à chaque fois. Merci Bertrand. Je le répéterai avec tous les conseillers consulaires que je vais pouvoir recevoir tout au long de ces prochains mois, dans le cadre effectivement de ces émissions. Et si d'ailleurs ça vous intéresse ce type d'émission, eh bien abonnez-vous à la chaîne des Français de l'étranger. C'est important. Ça nous permet aussi de pouvoir expliquer, montrer et donner la parole justement à tous ces conseillers des Français de l'étranger. Alors, vous êtes aussi très engagé dans la communauté, dans la communauté française à l'international. Là, on va parler d'une région de la France qui est une région qui s'est fortement expatriée depuis des décennies, qui est la communauté bretonne. Eh oui, Effectivement. voilà. Et là, vous êtes très investi dans cette communauté et qui a qui a une représentation. Alors, ça veut dire en gros, s'il y a des Bretons, manifestez-vous. Oui, alors effectivement, c'est une communauté importante. On a organisé déjà 2 fois la fête de la Bretagne au Brésil en faisant Avec les venir galettes? avec des galettes, avec des saucisses, avec des crêpes, avec surtout des artistes qui sont venus de Bretagne Ouais. et et des artistes d'autres pays celtes qui sont au Brésil. Donc on en a organisé 2, une avant la pandémie, une pendant la pandémie. Euh, et on essaie de se réunir le plus régulièrement possible, ce qui est un peu compliqué dernièrement parce qu'on a un petit problème technique, c'est qu'on n'a plus de crêperie et ça nous pose un gros souci pour nous réunir. Donc si Vous n'avez quelqu'un plus veut monter de crêperie, il n'y a bah plus oui, de crêperie à Sao à Paulo. São Paulo. Pourquoi Voilà. Donc pourquoi il n'y avait pas de succès? Pourquoi ça fonctionnait pas? non, la dernière Les gens crêperie, n'adhéraient pas à la.
Ouais, Non, ça marchait, mais ils ont une opportunité autre. Donc, ouais. si quelqu'un veut bien monter une crêperie à São Paulo, il y a un marché de niche à prendre et les Brésiliens adorent les crêpes. Voilà, on lance un appel. Si vous savez faire des crêpes, voilà, les crêpes de grand-mère, vous n'hésitez pas, vous contactez Bertrand. Voilà, Bertrand saura vous répondre, vous indiquer où le faire, comment le faire. Voilà. Et là, vous aurez directement toute la communauté bretonne, mais pas que bretonne, parce que euh, on aime les crêpes. Voilà, c'est une des particularités justement fortes justement voilà, et le cidre. Enfin voilà, tout ce qui va avec. Ne l'oublions pas. Alors, vous êtes aussi évidemment très investi avec la Chambre de commerce, vous êtes dans pas mal de réseaux, donc là on a parlé de la communauté bretonne. Euh, En quoi tous ces réseaux sont-ils essentiels aujourd'hui quand on vit justement à l'étranger? Mais je crois que l'ensemble des réseaux, et je vais inclure les alliances françaises, les lycées, Mhm. les conseillers, les consuls honoraires évidemment, les consulats, les équipes de Business France, les équipes de la Chambre, Tout ce tous, petit monde. tout ce microcosme, Ouais. ce qu'on appelle souvent le Club France, est absolument fondamental pour créer une ambiance qui est positive par rapport à la France, par rapport aux Français qui vivent ici, par rapport aux entreprises françaises qui vivent ici. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour générer encore plus de synergie entre tous ces réseaux. Et je dirais que c'est une énorme chance que nous avons ici. On a une chambre de commerce qui marche très très bien. On a toutes les entreprises du CAC 40 sont présentes au Brésil, sauf une, je crois. On a plus de 1200 entreprises françaises. On est le deuxième Ouais, non, c'est investisseur très. du pays, le premier employeur du pays, enfin le premier employeur étranger au pays. Donc je dirais qu'il y a énormément de choses à faire pour que cette communauté vive. Et un autre aspect qui est également très important, c'est les alumni, c'est-à-dire tous les anciens élèves, que ce soit les anciens élèves des lycées ou que ce soit les, les étudiants brésiliens qui vont étudier en France, parce qu'on en voit entre 3 et 5 000 par an en France. Tout ça est une richesse, tout ça est un réseau qui, mis en musique de façon intelligente, a un potentiel encore beaucoup plus important que celui qui existe aujourd'hui. Ok. Donc, on a bien compris qu'effectivement, voilà, c'est très très important. Donc, ces réseaux vous apportent effectivement beaucoup et vous permettent effectivement de simplifier. Alors, vous avez aussi un rôle entrepreneurial. Vous êtes chef d'entreprise dans votre à Sao Paulo. Quelle est votre activité exactement? Moi, j'ai une entreprise de conseil. Oui, On fait de la représentation d'entreprise, on participe à plusieurs conseils d'entreprise, on s'occupe d'accord. d'internationalisation. Je fais partie de l'Institut brésilien des relations internationales. Et donc, comme je vous l'ai dit, les conseillers, c'est bénévole, donc il faut bien payer Alors, les je- factures je- tous les mois et c'est absolument indispensable. voilà, et on le rappelle, c'est bénévole, mais c'est en plus très important parce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais par exemple, le rôle des conseillers des Français de l'étranger, c'est aussi de voter les bourses pour l'aspect scolaire ou pour dans d'autres Mhm. domaines. Donc, c'est un rôle quand même prépondérant en dehors d'être effectivement grand électeur pour les élections sénatoriales, mais il y a aussi tout le rôle euh, et puis surtout d'être directement le lien entre avec l'ambassade, avec le consulat. Donc, c'est quand même prépondérant. Alors, on va Ah bah, partir dans un tout autre domaine. c'est notre réalité de tous les jours, c'est-à-dire essayer de trouver des subventions pour les associations locales, C'est clair. d'autres, les aides sociales, les aides pour les adultes, pour les enfants handicapés, les bourses scolaires et autres. Les Voilà. anciens Alors, combattants aussi. tout. Alors, on va parler d'un tout autre domaine, Bertrand, euh, parce que moi j'aime bien effectivement, comme effectivement vous vivez dans ce pays, qui mieux que vous pour venir nous parler du Brésil et même de Sao Paulo. Alors, si un Français débarque comme ça au Brésil, toc toc toc, bonjour, dans quelle ville effectivement vous lui conseilleriez d'atterrir en priorité? Quelles sont les villes dans lesquelles il doit naturellement passer pour découvrir ce très beau pays qu'est le Brésil? Et puis alors après, quels sont les bons plans pour s'intégrer rapidement lorsqu'on arrive? Mm. Voilà.
Déjà, je vais reprendre votre expression du toc toc toc. On ne s'expatrie pas en toc toc toc. Une D'accord. expatriation, ça se prépare. Parce qu'il y a des aspects de santé, j'en ai parlé. Il y a des aspects migratoires qui sont importants À mettre à en place, résoudre, ouais. que ce soit sur les visas ou autres. Et ensuite, effectivement, il faut choisir en fonction de ce qu'on veut faire où s'installer. Donc, dans un pays continental, je dirais, il y a pas d'emplacement privilégié en soi. Si on veut faire du business, c'est clair que, en général, sauf dans des secteurs particuliers, le sud-ouest, sud-est, pardon, du Brésil, c'est quand même l'emplacement privilégié. Ensuite, il y a tout le nord-est pour- comme des villes comme Fortaleza qui sont en pleine croissance. D'ailleurs, Alors, on parle de la chambre de toute la com, côte, en fait, toute la côte voilà. atlantique D'ailleurs, c'est pas pour rien que Air France a a ouvert augmenté, une ouais. liaison, voilà, avec Fortaleza, que la chambre de commerce est en train de développer des filiales un petit peu partout au Brésil. Ça dépend beaucoup. Un étudiant n'a pas les mêmes Oui, critères forcément. que quelqu'un qui est retraité, quelqu'un qui a des enfants n'a pas les mêmes critères que quelqu'un qui vient seul. Donc, il y a pas de, il y a pas d'endroit a priori. Par contre, il y a un a Alors, priori, il faut se renseigner, il faut se faire accompagner. C'est des pays qui sont fantastiques, mais c'est pas des pays faciles. Et donc, pour reprendre votre autre question, comment s'intégrer? Il y a plusieurs associations comme l'Union des Français de l'étranger, comme les accueils. Il y a des groupes WhatsApp qui fonctionnent très bien dans certaines villes, moins bien dans d'autres. dans d'autres, São ouais. Paulo, ça marche très bien. Il y a des groupes Facebook. Enfin, je dirais, il y a un environnement qui permet à ceux qui viennent, entre guillemets, d'atterrir de façon et d'avoir à qui recourir. Il y a une caractéristique dans les Français étrangers, c'est qu'il y a une capacité d'entraide qui est quand même assez unique. Alors, si moi je viens par exemple à Sao Paulo, vous me conseilleriez d'aller où en tant que touriste, hein, là, je parle simplement touriste. Allez, dans quel resto est-ce que j'ai le plus de chances de vous trouver, Bertrand? Dans quel resto vous avez plus de chances de... Ça dépend des époques, mais je dirais, on a São Paulo, c'est une ville, le Grand São Paulo, c'est 22 millions d'habitants. C'est absolument énorme. Donc on a une offre culturelle gastronomique qui est absolument gigantesque. D'accord. Donc je vous recommanderais, si vous venez de France, je vais vous recommander des restaurants brésiliens avec de la cuisine brésilienne pour que vous puissiez découvrir ça. Allez, un petit nom. Allez, un ou deux petits noms, Donc, si jamais. Allez. champignons, tout ce qui est churrascaria, les gens qui viennent, c'est des restaurants à volonté de viande. On a également, alors ça peut plus nous surprendre, on a également des restaurants de sushi absolument fantastiques ici parce qu'on a la plus grosse communauté japonaise hors du Japon. Vous avez des restaurants de cuisine de Bahia ou du Nord-Est. Il y a des restaurants comme le Consulat Minero qui est plus de l'État de Minas. Je dirais chaque région dans un pays aussi grand, un petit peu comme en France, on mange pas la même chose en Bretagne que dans le Sud-Ouest, ou qu'en Corse, Bon, en ou tout, que dans le Nord. bon, en tout cas, on l'a bien compris. Je pense qu'il y a une offre qui est très large et donc il y a plein Ouais. de restos sympathiques. Mm. Alors, Bertrand, pour conclure, si vous deviez définir votre combat en trois mots pour les Français de l'étranger, ce serait lesquels? Ça serait disponibilité, mobilisation et envie de mieux faire. Et envie de? Mieux faire. Et envie de mieux faire. Voilà. Et vraiment pour conclure, quel message aimeriez-vous adresser aux Français qui hésitent encore à s'expatrier? Bah, je pense que s'expatrier, c'est... Hier soir, j'étais à la remise des diplômes du lycée, du bac.
D'ailleurs, félicitations aux équipes du lycée parce que 100% de réussite, 98% de mention, c'est le record absolu ici. Mais qu'est-ce qui est ressorti des commentaires des élèves? C'est la richesse d'apprendre une nouvelle culture, d'apprendre une nouvelle langue, de se confronter avec des gens d'horizons différents. Et je pense que ça, ce que vivent les élèves, c'est ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on apprend Mm. à, à ouvrir nos horizons, à ouvrir notre schéma de valeurs, tout en restant fidèle à ce Absolument. que l'on croit. Mais découvrir d'autres cultures, ça permet de penser différemment et on le voit bien quand les gens rentrent après. D'ailleurs, ils sont plus riches, ils ont appris quelque chose, ils ont quelque chose de différent. Eh ben, ils ont Ils quelque chose de sont différent. En tout cas, je crois que ce sera le mot de la fin. Bertrand Dupont, merci beaucoup. bien pris. Évidemment, si je passe au Brésil, eh bien, je ne manquerai pas de venir vous saluer. Je rappelle que vous êtes président des conseillers consulaires, donc des élus. Vous serez d'ailleurs candidat lors des prochaines élections qui vont se tenir normalement au mois de mai. D'ailleurs, je vous souhaite en même temps bonne chance. Et puis, en tout cas, merci beaucoup pour avoir répondu un petit peu à nos questions. Et puis, si vous-même vous êtes intéressé, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour suivre l'actualité, pour avoir en même temps, eh bien, la vision d'autres Français de l'étranger, que ce soit des personnes qui aient fait des expériences professionnelles, de vie, ou tout simplement, eh bien, aussi des personnes qui sont venues vivre leur retraite dans quel que soit le pays de par le monde. Le but, c'est de pouvoir présenter effectivement tous ces pays, et puis aussi de donner la parole aux représentants des Français de l'étranger. C'était votre cas. Bertrand, merci beaucoup. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie et bravo pour l'initiative. Merci.